rebonjour, bienvenue à cette table ronde 2. Je vais vous présenter rapidement comment on va fonctionner. Et nous avons Éric Bottier qui nous fait l'honneur d'être avec nous à distance. Bonjour Éric, bienvenue avec nous à distance. Aujourd'hui, donc, j'ai 4 intervenants qui vont prendre la parole pour vous présenter en quelques points un retour de terrain sur les tendances et évolutions dans la formation. Tous ont un point commun, diagnostiquer les besoins en compétences, développer l'employabilité, recruter, former à la transition écologique, accompagner pour permettre de concrétiser des évolutions professionnelles au sein d'une entreprise ou à un niveau individuel, accompagner, financer une reconversion professionnelle. Alors, il va y avoir Éric Bottier avec nous en Zoom, Benjamin Héroard de la société MSX International, si vous voulez venir vous installer, Delphine Drevet de Transition Pro et Grégory Dahan, qui travaille également avec Christine Dujardin. Merci d'être ici pour Transition Pro et Formation Pro, Grenoble INP. Installez-vous où vous voulez, servez-vous à boire si vous avez envie. Voilà, comment va-t-on faire? Alors, face à l'ampleur des mouvements d'emploi, les différents intervenants que j'ai avec moi aujourd'hui vont chacun partager leurs connaissances, chacun et chacune partager leurs connaissances sur la formation, sur la reconversion professionnelle, sur le recrutement. Et ensuite, j'ai choisi de les faire dialoguer. On s'est même dit qu'il était possible de se tutoyer avec un accord commun. Voilà. Une précision, si vous souhaitez poser des questions à Benjamin Héroard, il a une contrainte horaire au niveau de son train. Il partira, je pense, pas trop tard, au niveau de 16h15 max, si j'ai bien compris. C'est ça. Ok, donc on va dire dans une ordre de parole, on s'est dit qu'on commencerait avec vous, Éric Bottier, si vous me permettez. Vous êtes directeur associé du cabinet Axelio à Lyon, qui est un cabinet de recrutement de dirigeants, cadres, experts dans l'industrie, notamment dans l'industrie automobile. Vous êtes chargé de recruter des professionnels pour des industriels, des équipementiers automobiles principalement, qui recherchent des compétences. Vous êtes également adhérent CARA, responsable du programme mutualisation de compétences et évolution des savoirs au niveau du pôle. Quel est votre point de vue sur la situation actuelle et à venir de l'emploi dans le secteur de l'industrie automobile? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Allô, allô? On entend bien, ça va. Ok, très bien. Donc merci de m'accueillir en visio. Donc j'ai le Covid depuis dimanche et je ne voulais pas vous contaminer. Donc le Covid est toujours présent parmi nous. Voilà. Alors pour répondre à la question, effectivement, moi j'ai une partie de mes clients qui sont des industriels équipementiers automobiles. Et c'est un secteur aujourd'hui qui est en fort bouleversement. Je ne dévoile rien de particulier. En fait, c'est un secteur qui est en mutation technique, en mutation de marché, en mutation d'offres, etc., en lien avec l'énergie, en lien avec des réglementations qui évoluent. Et donc, les industriels aujourd'hui sont à la recherche de nouvelles compétences qu'ils n'avaient pas encore il y a quelques années, avec un focus très marqué, on le voit, sur de nombreux recrutements demandés, notamment sur tout ce qui concerne l'électronique embarquée, tout ce qui est électrique, tout ce qui est en lien avec la batterie, etc., tout ce qui est les aides à la conduite, toute la technologie en lien avec l'électronique. Or, aujourd'hui, ces industriels qui sont en phase de mutation cherchent tous les mêmes, au même moment, et donc il y a une pénurie totale de compétences sur ce marché à date. Donc, factuellement, on se retrouve avec des demandes de clients qui ne peuvent pas être satisfaites parce qu'en fait, il n'y a pas la ressource, il n'y a pas suffisamment de compétences sur le marché.
On se retrouve aussi avec une très forte inflation des rémunérations. C'est normal, puisqu'il y a une grosse demande et qu'il y a peu de candidats disponibles. Les rémunérations augmentent de façon très significative. Donc ça pose des tas de problèmes dans les organisations, notamment au niveau des grilles de rémunération, entre ceux qui étaient déjà dans l'entreprise et les nouveaux qui vont arriver. Et bon nombre de ces entreprises, en fait, n'arrivent pas à gérer ce problème-là. Et ça provoque, en fait, des non-recrutements ou des ruptures, parce que certains se sentent décalés en entreprise par rapport aux nouveaux qui arrivent, et donc un mouvement. Donc c'est un marché aujourd'hui qui est extrêmement compliqué pour tous les acteurs de la filière, puisqu'encore une fois, tout le monde cherche les mêmes au même moment et sur les mêmes techniques. Donc, autre élément, il y a peu de recrutements qui se font aussi dans des pays étrangers. Alors, tous les pays européens, ça peut fonctionner, mais tout ce qui est hors européen, on a du mal à intégrer des candidats qui ne sont pas européens. Il y a des raisons administratives, des raisons culturelles. Donc, en clair, industrie qui est en mutation forte, qui doit trouver des relais de croissance, des relais de marché, qui doit innover et trouver enfin, mettre en œuvre de nouvelles technologies avec des ressources humaines qui sont aujourd'hui en faible capacité disponible. Donc tout ça rend les choses assez compliquées au niveau industriel. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. On peut passer maintenant à Benjamin Héroard. Et en deux mots, pour te présenter, tu es directeur de clientèle dans la société MSX International, principalement en charge de projets qui sont liés à la formation. MSX International est un prestataire de services qui travaille avec l'intégralité des constructeurs automobiles à différents degrés. La formation représente un quart d'activité de l'entreprise en France, une activité croissante. Et notamment, ici, toi, tu es chargé de proposer des prestations aux constructeurs qui demandent de déployer des programmes de montée en compétences. J'aimerais te demander si tu as noté une évolution des méthodes, outils, formats de formation ces dernières années, si tu pouvais en parler et notamment illustrer avec quelques exemples. Alors, tu as très bien résumé tout ça, merci. Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer pour le moment. Alors oui, on a constaté et on a parfois provoqué aussi des évolutions de ces méthodologies. Je vais rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'on propose dans les prestations sur lesquelles on accompagne les constructeurs. Donc on a deux niveaux de public. On a les constructeurs en tant que tels à qui on propose des prestations d'accompagnement, et on a aussi le public des formations qu'on va déployer pour le compte des constructeurs. Donc on intervient à différents degrés. Parfois on est sur une mission ponctuelle, un module de formation dédié en one-shot sur un lancement produit. Et parfois on nous sollicite pour faire vivre dans le temps des programmes de formation complets avec des montées en compétences certifiées. Donc on s'adresse aux constructeurs sur ces sujets-là, et on s'adresse évidemment au public et aux employés de leur concession et de leur réseau automobile. Donc certains constructeurs, pour répondre à ta question, nous commandent des choses très cadrées, très précises, sur lesquelles on est quelque part les metteurs en œuvre. Donc là-dessus, on ne va pas forcément avoir vocation à proposer des schémas un peu différenciants. Et parfois, on nous demande explicitement de sortir un petit peu des sentiers battus pour marquer un peu les esprits, proposer des schémas originaux et des ambiances de formation originaux pour relancer des formations sur des sujets qui avaient été un peu mis de côté. C'est notamment un programme qui me vient à l'esprit, que j'ai eu l'occasion de développer depuis bientôt 5 ans avec un de nos plus gros clients, qui voulait relancer la formation de ses personnels après-vente, personnels commerciaux après-vente. Il nous a demandé explicitement de faire quelque chose qui marque les esprits. Et la consigne, c'était ça. Donc on a fait marcher nos cerveaux avec nos équipes pédagogiques, et on est arrivé à des formations qui vont pas aussi loin dans le concept que les formations de Serious Game qu'on nous a présentées ce matin, mais avec des parallèles sur des sujets un petit peu plus comment dire, en rupture avec leur quotidien de prime abord, comme des enquêtes policières. On avait pris le parti sur une formation d'accueillir les stagiaires sans forcément les préparer à ce qu'ils allaient voir,
comme s'ils intégraient une équipe du FBI. C'était comme ça que le formateur avait conçu l'entrée en matière. Donc, il avait une petite goutte au front le premier jour, et les personnes formées, au début, n'ont pas trop compris ce qui se passait, et au final, se sont très vite faits à cette méthode-là, ce qui nous a permis de les faire rentrer dans des sujets, de faire ensuite des parallèles avec leur quotidien, de les mettre dans des situations qui se rapprochent un petit peu du jeu ou voire de l'escape game dans certains cas. Et ensuite, comme on a eu des très très bons retours là-dessus, on a évidemment déployé un petit peu des concepts équivalents. On a fait des formations sur les thématiques des jeux vidéo, alors toujours avec un souci d'ancrer les messages dans le quotidien des équipes, parce que si on n'est pas là pour faire du jeu pour du jeu, il faut que ça ait du sens. Si ça n'en a pas, ben on ne le fait pas. Donc en ce sens-là, oui, on nous demande des éléments de ce type-là. Pas toujours. Nous, on essaie de l'encourager, parce que on adhère énormément, que ce soit moi à titre personnel ou les équipes pédagogiques qu'on a, au type de technologies qui nous ont été présentées ce matin. On constate que ça fonctionne. En tout cas, elle fonctionne sur nous à minima. Donc on se dit que si elle fonctionne sur nous, on peut aussi les proposer pour nos clients. C'est ce qu'on essaie de faire un maximum, et c'est ce qui permet souvent de gagner en crédibilité et d'être audible auprès de publics qui, on l'avait évoqué aussi ce matin, ne sont pas toujours réceptifs à la formation en tant que telle, pour des questions de souvenirs, pour des questions de mobilisation intellectuelle, pour des questions d'envie. Et pour nous, c'est un levier qu'on essaie systématiquement de mettre en avant pour donner de la crédibilité au programme des constructeurs. Okay, merci beaucoup. Aujourd'hui, Delphine Drevet, qui représente Auvergne-Rhône-Alpes Transition Pro, prendra la parole toute seule. J'excuse Charlotte Sauvage qui a eu un impératif. Delphine est basée à Lyon. Elle est responsable donc de l'espace Transition Pro, et elle représente ici un des acteurs de la mobilité professionnelle pour des personnes qui souhaiteraient changer de secteur, puisque Delphine, tu interviens dans le champ de la reconversion professionnelle. C'est ça, ouais. Et je voudrais dire que c'est pas parce qu'ici on est dans une école d'ingénieurs qu'on adresse ce problème spécifiquement à cette catégorie de salariés. Bien au contraire, la problématique, nous l'avons vu, est vaste, et nous parlons aujourd'hui de mutation dans l'emploi qui concerne à la fois des niveaux divers et variés. Vous avez évoqué les niveaux dirigeants, cadres, managers, mais nous travaillons également sur les niveaux opérateurs et techniciens, et c'est important ici de les inclure également dans nos discussions. Quelles sont les tendances en matière de reconversion professionnelle ? Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, merci Nadège pour ma nomination en tant que responsable. C'était parfait. Je vais appeler ma directrice tout de suite. Je fais du développement de partenariat. Je le fais très, très bien aussi. Hein. Je suis vraiment très, très douée dans le partenariat. Donc, il n'y a pas de problème. Bientôt, je serai responsable. Du coup, Transition Pro, quelques mots. Alors, ça va moins parler à nos partenaires européens. C'est l'ex-fonds GESIF pour les autres. Donc, on est vraiment financeur, une association paritaire qui a pour but donc de financer les reconversions des salariés du privé. Donc, on est un financeur public. Voilà. Donc, ça, c'est important à savoir. Et donc, nous, la reconversion, on l'entend comme mobilité interne et mobilité externe. Et notre lien, enfin, aujourd'hui, ce qu'on constate, donc il y a la question du sens. J'en suis bien convaincue. On a tous besoin de sens. On a tous besoin de télétravail, mais tout ça concerne beaucoup moins les personnes qui sont aujourd'hui en ligne de production, qui ne sont pas forcément télétravail et qui ne cherchent pas forcément que du sens dans leur travail aussi. Et pour ces personnes-là, la mobilité, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que ça peut être aussi pour eux une solution quand le métier devient pénible. Et c'est vrai que c'est ce qu'on explique aujourd'hui aux entreprises, c'est que j'entendais ce matin, et j'aime bien le terme de rétention. Alors, je sais qu'on va faire de la rétention sur des profils tech, sur des profils IT, je le comprends complètement. Par contre, de la rétention sur des métiers avec une forte pénibilité, parce que malgré tout, l'industrie 4.0, il y a encore de la pénibilité, il y a encore des métiers où il y a une usure professionnelle. Et c'est là-dessus où nous aussi, on peut financer ces projets de reconversion, où là, on est beaucoup plus audible de la part des entreprises, puisqu'on ne fait pas de la rétention, mais bien de la sécurisation de parcours pour leur permettre d'aller plus loin. Et notre lien avec la filière auto, alors ce matin, Caroline Cohen
n'a pas dit le nom du dispositif, mais elle a posé le cadre en parlant de reconversion sur un même bassin d'emploi. Et effectivement, ce travail-là, en tout cas, ce qu'elle aspirait à ce que les reconversions soient beaucoup plus massives et beaucoup plus accompagnées, c'est un dispositif qui s'appelle aujourd'hui Transition collective, pour lequel Transition Pro, partout en France, permet le déploiement et qui permet ces reconversions sécurisées. Et le lien avec l'automobile, c'est que donc, au niveau national, il y a Stellantis qui s'est engagé dans ce parcours-là, avec le cabinet LHH notamment. Et puis, pour nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, alors on n'a pas le même exemple puisqu'on a beaucoup plus de sous-traitants que dans d'autres régions de France, mais on a une entreprise de l'automobile située dans la vallée de l'Arve qui n'est pas en faillite. On n'est pas sur un cas d'une entreprise qui va fermer demain, mais on est sur une entreprise qui prend ce virage. Et je crois que depuis ce matin, on a bien compris que la filière automobile prenait un virage. Et elle a décidé d'arrêter sa ligne de production pour construction de pièces pour des boîtes à vitesse manuelles. Voilà. On est de plus en plus vers des boîtes à vitesse automatiques. Et donc, l'arrêt de cette chaîne de production lui a permis de se dire, OK, je fais des bénéfices, mais par contre, j'ai quand même des salariés qui aujourd'hui ne répondent plus à ma stratégie et que je ne vais pas pouvoir transformer en ingénieur parce que voilà, ils ont d'autres compétences, mais on ne va pas pouvoir leur financer un parcours d'ingénieur. Donc, ils ne vont pas rester dans mon entreprise, en tout cas dans le virage que j'ai décidé. Et donc, en utilisant ce dispositif, elle permet à ses salariés de se reconvertir, d'accéder à la formation qualifiante et certifiante pour aller travailler dans d'autres entreprises sur le même bassin d'emploi, avec une prise en charge à la fois du coût de la formation et de la rémunération des salariés. Merci beaucoup pour cet exemple. On passe la parole à Grégory Dahan, qui travaille au département formation pro de Grenoble INP, qui est donc un voisin ici, et qui, ce département propose des formations dans le champ de l'ingénierie, qui offre des stages de cours ou des formations certifiantes diplômantes dans les domaines de compétences de Grenoble INP, et qui permettent à des salariés donc de se former tout au long de la vie. Grégory, tu es responsable pédagogique du diplôme IMT, si je ne me trompe pas cette fois-ci, donc ingénieur management technologique, qui s'adresse aux techniciens de l'industrie souhaitant devenir ingénieur. Dans ce cadre, tu vas nous parler de dispositifs qui permettent d'accompagner des salariés en reprise d'études. Tu peux nous préciser cela ? Très bien. Ça marche? Oui, ça marche. Donc merci d'avoir reprécisé effectivement le périmètre du département formation pro qui est pas forcément toujours connu parce que Grenoble INP est connu pour sa formation initiale, mais effectivement on offre une large gamme de formations pour des personnes salariées et éventuellement recherche d'emploi. Et puis effectivement sur cette formation d'ingénieur management technologique dont j'ai la responsabilité pédagogique. Ce matin, j'entendais, depuis ce matin, j'entends beaucoup de mots très intéressants. Il y en a deux qui ont retenu notamment mon attention, c'est réapprendre à apprendre ou apprendre à apprendre, réapprendre à apprendre généralement. Et puis accompagnement dont on entend voilà, qui sont vraiment importants. Et reprendre des études, c'est effectivement un acte à la fois qui est courageux, qui est ambitieux, qui demande beaucoup d'organisation et d'énergie de la part des stagiaires, des apprenants. Et la première chose qu'on fait, c'est effectivement les accompagner sur ce parcours pour définir leur projet professionnel, pour trouver les bonnes modalités de financement. Et je remercie encore Transition Pro du partenariat dans lequel on travaille, ou la collaboration qu'on a ensemble. Et de notre côté, on accompagne ces stagiaires à la fois en amont de la reprise d'études sur cette formation de 3 ans, ingénieur management technologique, à travers un stage, un dispositif de 3 mois qui est hybride, à la fois en présentiel et en distanciel, qui est un peu une remise à niveau sur des notions
nécessaires, fondamentales de mathématiques et de physique, de sciences, mais également dans lequel on a voulu inclure des ateliers autour de cette notion de réapprendre à apprendre. Donc, comment reprendre une posture d'apprenant et comment envisager cette reprise d'études de manière sereine et en confiance. Je crois que le maître mot, c'est la confiance, c'est-à-dire ce matin, je crois que c'était Isabelle Schor qui parlait d'expériences vécues à l'école, en formation, qui pouvaient être positives, voire moins positives. Mais effectivement, quand on a 30, 35, 45 ans et qu'on reprend des études, notamment à ce niveau-là, tous ces souvenirs reviennent et il peut y avoir une appréhension pour reprendre ces études, pas seulement sur le plan des connaissances, mais également sur le plan justement émotionnel. Et c'est important de retravailler à ce niveau-là. Donc, on a développé des ateliers qui sont plus de l'ordre de coaching collectif, où on aide les stagiaires, les apprenants à se mettre dans une posture voilà, positive, constructive, en confiance, pour apprendre de manière sereine. Et avec la force du groupe, le collectif, dans nos formations, c'est quelque chose vraiment très, très important, puisque c'est un vecteur de partage, d'apprentissage voilà, horizontal. Il n'y a pas que la dimension verticale du prof vers les étudiants, mais entre eux, ils apprennent énormément du fait de leurs expériences diverses. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qui est lié aussi à la confiance, mais d'une autre façon, c'est l'approche qu'on dit l'approche par compétence, qui est mise en place à la fois dans des formations certifiantes, mais également dans la formation diplômante, où on va justement aller solliciter les apprenants à identifier et formaliser les compétences qu'ils développent au cours de la formation, et non pas simplement évaluer leurs connaissances. Et faisant ça, on les met vraiment dans une démarche qui est professionnelle, au sens du métier, au sens de leur activité qu'ils ont dans l'entreprise, en leur permettant d'identifier comment ils mobilisent leurs connaissances dans des situations industrielles, dans les situations métiers qu'ils rencontrent, et d'arriver à poser des mots. Ça paraît simple comme ça, mais la prise de conscience de ces compétences est loin d'être quelque chose d'évident. Et ça s'apprend aussi, ça se travaille. Et c'est de pouvoir identifier et de mettre un mot et de réaliser au fur et à mesure de la formation que, effectivement, en tant qu'apprenant, je développe des compétences qui ne sont pas simplement une somme de connaissances que j'accumule au cours de mes 3 années, mais quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la mise en œuvre dans des situations complexes qu'on rencontre dans son métier, qui sont un mélange à la fois de savoir, mais également de savoir-faire. Donc, c'est vraiment du savoir-agir que l'on cherche là. Mettre des mots derrière ces compétences, c'est aussi le signe d'un apprentissage, et ça leur permet aussi vraiment de développer un autre niveau de confiance par rapport à leur métier, à leur nouveau métier. Merci. Donc voilà, nous avons des sujets liés au recrutement et vous avez un interlocuteur qui est Eric. On a des sujets qui sont liés à des modalités de formation au sein d'entreprises avec Benjamin. Delphine nous parle de reconversion et de dispositifs en particulier sur la mutation de certains secteurs, des échanges entre secteurs, entre guillemets, de salariés, de transition collective, de dispositifs au niveau national. Et puis, il
il y a aussi avec Grégory un apport sur des modalités pédagogiques auprès d'adultes, d'apprenants adultes qui sont dans une reprise d'études, là, dans un grand format, où on change, on va dire, de catégorie et on est sur un format 3 ans. Comment on entretient la motivation, comment on accompagne les apprenants. Je vous laisse la parole si vous souhaitez les interroger, si vous avez des questions particulières, et sinon, moi, j'en ai, mais j'aimerais plutôt que vous puissiez avoir l'opportunité de dialoguer si vous le souhaitez. C'est vrai qu'on sent qu'il y a des récurrences de mots, hein, aussi des récurrences de thèmes depuis ce matin, effectivement, dans les discours, et c'est aussi intéressant de voir ces répétitions, de voir aussi parfois des avis un petit peu légèrement divergents sur certaines questions. Moi, je voulais savoir justement comment la formation aujourd'hui, elle peut créer un espace de dialogue sur des sujets qui, on l'a vu, ne sont pas toujours évidents, des départs. Parfois, ce matin, ça a été évoqué très clairement par Judith Danière, des problèmes de rétention. Comment on peut faire de la formation un levier, en fait, pour, comme vous le disiez, l'aspect phénix, renaître de ses cendres, poursuivre, avoir envie de continuer au sein d'une entreprise, d'une organisation. Comment cet outil-là, en fait, peut être saisi pour permettre aux salariés d'évoluer et de franchir, en fait, les mutations, les transformations que nous avons qualifiées depuis ce matin. Par rapport à ce que tu viens de dire, déjà, j'ai appris plein de choses ce matin et j'ai réalisé à quel point les problématiques que nous on rencontre au bout de la chaîne, juste avant le client final, sont les mêmes que celles qu'on rencontre dans les sociétés de R&D, dans les sociétés de fournisseurs de pièces. Donc tout le monde est touché tout le monde est à la même enseigne en fait, à tous les niveaux jusqu'au client final. Et les problématiques auxquelles on doit répondre sont les mêmes à tous les niveaux. On a parlé ce matin de décalage technologique. Dans les concessions automobiles, que ce soit à la vente ou à la prévente, c'est pareil. C'est-à-dire que les véhicules aujourd'hui ont des problèmes d'appro. On ne livre pas autant qu'on voudrait, donc on rentre forcément moins d'argent. Un concessionnaire rentre moins d'argent aujourd'hui qu'il ne le faisait avant. Pour autant, il faut qu'il se prépare à la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est être capable de parler de borne de recharge quand ça fait 30 ans qu'on vend des voitures juste pour l'objet qu'elles sont et leur capacité. Donc, c'est pas le même discours, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes produits au final, parce qu'on vend pas juste une voiture, on vend aussi la bande qui va avec, le câble, et on doit expliquer comment ça fonctionne. Au niveau de l'atelier de réparation, on a besoin d'avoir des personnes qui sont opérationnelles sur des technologies qui représentent un tout petit bout du parc roulant, donc qu'ils ne vont voir peut-être pas avant plusieurs mois ou plusieurs années dans leur atelier. Donc là, il faut arriver à capter les personnes, à leur faire comprendre que le jour où le client se présente avec une techno, il faut qu'il sache la réparer. Mais peut-être qu'en fait, le seul point de contact avec le produit que la personne aura avant une vraie mise en situation, ça sera sa formation, et ça peut durer très longtemps. Donc il y a un vrai défi à entretenir cette compétence de manière pratique, sachant qu'il y a un décalage entre une actualité produit pour un constructeur et une actualité atelier pour un réparateur, ou même une actualité, on va dire, discours client pour un vendeur. Donc la formation aujourd'hui, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on aime l'aborder avec nos clients et qu'on essaie de l'aborder. On va essayer de voir le plus loin possible, dans la mesure du possible, puisque les budgets des constructeurs sont pas forcément sur des problématiques de gestion de réseau, n'ont pas forcément une visibilité qui va au-delà d'une année ou au-delà c'est rare quand on va au-delà de 3 ans. Et on se retrouve souvent à devoir condenser des programmes pour répondre à une problématique très ponctuelle, sans se préoccuper, sans avoir les moyens de pouvoir viser la fidélisation des équipes sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose que nous, on essaie de conseiller quand on nous sollicite pour des préparations de programmes. Les constructeurs n'en ont pas toujours les moyens, n'ont pas toujours la possibilité. Donc, des fois, on se retrouve, comme je viens de le dire, à faire 4 actes de formation sur 1 an et demi pour les mêmes populations. Chose qu'on aurait pu étaler sur plusieurs
sur plusieurs années pour justement essayer d'anticiper ces problématiques-là et de donner de la visibilité aux équipes. Parce que, comme disait Eric, on a une pénurie de compétences. Les personnes aujourd'hui ont des compétences en décalage, donc le secteur est concurrentiel, c'est compliqué de fidéliser les personnes, compliqué de les garder, il faut les payer plus cher. Et aujourd'hui, un constructeur qui a une politique de formation avec de la visibilité et avec un peu d'anticipation, il peut capitaliser beaucoup mieux sur les hommes qui constituent en fait le lien avec son client final. Donc on essaie d'aller dans ce sens-là. Des fois ça marche, des fois c'est possible, des fois ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, on essaie de faire en sorte que ce qui peut être perçu par un apprenant comme on coche la case d'une stratégie soit en fait un moyen justement d'être meilleur en repartant de la formation qui ne l'a été avant et de mieux servir la stratégie de sa marque. C'est comme ça qu'aujourd'hui on essaie de le faire, en tout cas. Merci. Vous souhaitez compléter? Alors, sur la question de c'est plutôt la mobilité qu'on va aborder comme un dialogue dans l'entreprise. Et en fait, ce que nous, le débat qu'on a aujourd'hui avec les entreprises, même si notre cœur de métier reste les salariés, aujourd'hui on parle aux entreprises pour leur parler mobilité professionnelle, évolution, mais également financement de la formation, parce que on se rend compte, en tout cas, et ce matin ça a été aussi abordé, que la plupart des gens qui font aujourd'hui une mobilité, en tout cas qui veulent quitter leur entreprise, c'est qu'elles quittent d'abord un manager. Dans la plupart des cas, nous, c'est vraiment ce qu'on constate quand ils expliquent leur projet. C'est clairement, je veux quitter mon manager. C'est pas forcément mon secteur d'activité, c'est pas forcément le métier que j'occupe, mais c'est surtout l'organisation et le management. Et ça a été très bien dit ce matin. Et donc, en disant à l'entreprise, mais ouvrez le débat sur la mobilité professionnelle, sur l'évolution professionnelle, ça ne veut pas forcément dire que votre salarié va partir. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que quand ils sont accompagnés dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, qui est un service gratuit, qui est vraiment disponible pour l'ensemble des salariés, les gens se rendent compte très vite que l'herbe, elle n'est pas aussi verte ailleurs, en fait. Et donc, souvent, ça les conforte dans leur projet de rester dans leur entreprise. Simplement, ils avaient juste besoin d'être écoutés par leur manager, en fait. C'était ça qu'ils avaient besoin. Ce n'est pas forcément de se reconvertir. Donc, il y a d'abord la mobilité pour dialoguer avec ses salariés, dialoguer aussi avec ces salariés qui ne sont pas aujourd'hui les plus qualifiés sur la chaîne. Et effectivement, en introduction, tu l'as dit, Nadège, les opérateurs, les techniciens, ce n'est pas forcément des personnes qui vont arriver devant quelqu'un, devant leur manager ou devant leur chef d'équipe en leur disant « je veux une formation ». C'est un public qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller dynamiser. Tu l'as très bien dit, ils ont aussi des freins parce qu'ils ont des fois des parcours scolaires assez chaotiques. Et donc, le retourner sur les bancs de l'école, ça peut vraiment être une angoisse. Et bien, ces personnes-là, il faut aborder le sujet de la formation de façon posée et la reconversion peut être une solution. Voilà, ce que je disais en introduction, quand on sent qu'une personne fait de l'absentéisme, qu'elle commence à avoir des arrêts maladie, il y en a dans toutes les équipes, ce n'est pas un secret, dans toutes les entreprises, il y a ce genre de public-là. Il faut aller au-devant, il ne faut pas attendre qu'il y ait une rupture de dialogue. Et la mobilité, en tout cas comme nous on la conçoit à Transition Pro, c'est un espace ouvert de discussion entre les salariés, les entreprises, pour qu'ensemble on trouve des solutions et qu'on sécurise ces parcours-là, parce que ça ne vous a pas échappé qu'on va travailler plus longtemps, donc les parcours vont être plus longs aussi. Et donc, il va falloir avoir plusieurs parcours professionnels, mais aussi plusieurs vies professionnelles. Monsieur Bautier, vous vouliez également intervenir? Oui, moi je fais un focus sur la période que nous vivons aujourd'hui. Alors, les personnes en poste, moi c'est plutôt celle sur laquelle je travaille, la population sur laquelle j'interviens, aujourd'hui sont des gens qui sont attirés, attentifs à des projets. On n'est plus sur des logiques, je veux un job qui va m'emmener sur les 20 prochaines années. Non. Comme on est sur un marché ouvert où il y a beaucoup d'opportunités, il n'y a jamais eu autant d'opportunités qu'aujourd'hui, il faut être clair. Donc on se trouve face à des gens, à des personnes qui vont se dire, OK, je me mets à l'écoute du marché, en veille, et je vais être attentif à un projet qui va résonner chez moi. Ça peut être un projet technologique, ça peut être un projet de management, peu importe le projet. Et la formation peut être aussi un élément important et avoir un effet de levier, à la fois pour attirer des candidats extérieurs
Et dans la négociation, on peut tout à fait dire, voilà, je vous recrute, vous n'avez pas toutes les compétences, mais l'entreprise va packager une formation complémentaire. Ou pour les salariés en interne, pour qui ça devient ça a un effet de levier sur la motivation pour rester dans l'entreprise. La formation, c'est un signal fort qui est donné par l'entreprise, par l'employeur, sur, voilà, on a identifié chez vous du potentiel, on va vous accompagner pour grandir parce que c'est gagnant-gagnant. Les deux parties sont concernées. Un autre point aussi, c'est que ça rejoint la formation, c'est parfois, dans la période actuelle, encore une fois, il faut oser aller chercher des profils décalés. Moi, je suis très souvent confronté à un cahier des charges. Il est avec avec peu de capacité de sortir du cahier des charges. À ce jour, il y a des postes qu'on n'arrive pas à produire, à pourvoir parce que le marché ne le permet pas. Donc, l'entreprise doit faire l'effort d'oser chercher et d'intégrer des candidats qui sont sur des profils décalés et complétés par de la formation. Donc en fait, on voit bien que c'est une chaîne qui se complète. Tous les acteurs qui sont autour de cette table ronde sont complémentaires. Et il faut que ça fonctionne ensemble. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre éclairage, Grégory. Oui, je voudrais compléter rapidement avec deux, trois exemples. Deux, trois points. La première, déjà, c'est l'offre de formation. Je pense que il faut qu'elle colle vraiment aux besoins et nous, on ne pourrait pas fonctionner si on n'était pas en relation proche et étroite avec les entreprises, notamment les entreprises du bassin, pour vraiment Ouais. définir, connaître les tendances et faire évoluer nos offres à la fois en termes de format et en termes de contenu. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a développé des offres sur les objets connectés, sur l'éco-conception, la collaboration ouverte, voilà, des parcours dirigeants, des choses qu'on développe depuis ces dernières années. Voilà, ça commence aussi par ça. Et côté apprenant, moi j'étais surpris ces dernières années de la part notamment des plus jeunes, donc qui rentrent dans cette formation d'ingénieur au niveau technicien, mais qui ont du coup 25 ans, qui ont quitté l'école il y a 4-5 ans, de dire que finalement, quand ils sont rentrés dans leur entreprise, il était clair pour eux, ils l'avaient dit en entrée, que ils reprendraient des études par la suite et assez rapidement. Et ça, à plusieurs reprises, j'ai eu ce témoignage, ce commentaire. Et ils avaient voilà, besoin, envie déjà d'appliquer leurs connaissances, leurs compétences sur des postes de techniciens, mais avec effectivement en arrière-pensée une évolution aussi vers des postes d'ingénieurs, vers des postes d'experts techniques ou ouvrant vers des postes de cadre. Et donc voilà, je trouve ça intéressant que ça soit aussi affiché, annoncé dès l'entrée. Et puis le troisième point auquel qui me vient en tête, c'est la VAE dont on n'a pas parlé, mais quand on parle de compétences, il y a aussi ce dispositif de valider un diplôme par la VAE, donc par la validation des acquis de l'expérience, qui se développe énormément en France et avec l'impulsion aussi politique, mais pas uniquement. Et ça permet aussi d'accéder à des diplômes en valorisant justement cette fameuse expérience. Mais le lien avec la formation, c'est que j'ai eu le cas plusieurs fois également, c'est que ces personnes ont travaillé pendant un an et demi à la rédaction de leur mémoire, ont remis par écrit un petit peu leur histoire professionnelle, et ce faisant, ils arrivent à un point où ils disent je vais reprendre une formation, je vais continuer à me former, je vais faire des stages courts, etc. Ils se remettent dans une dynamique finalement de formation après coup, là où ils ne voulaient pas forcément y aller en faisant leur VAE, parce ça leur a ouvert finalement un champ de connaissances plus nouveau, plus large, et ça les a mis dans une dynamique d'apprentissage à nouveau. Donc on est vraiment dans la formation tout au long de la vie à travers ce processus-là également. Entendu.
Je vous remercie. Je ne sais pas si d'ici là, vous aviez envie de poser une question, mais ce que je peux vous proposer, c'est que si vous voulez qu'on continue à échanger de façon informelle, on va terminer à l'heure, il est 16 heures, et on se retrouve dans l'espace d'accueil de ce matin. On peut donc prendre une collation avant de se quitter. Donc aujourd'hui, c'était transition, emploi, compétences, formation, mobilité au cœur de tous nos échanges. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie pour votre participation, pour votre écoute. C'était un plaisir pour moi d'être là avec vous, de vous accueillir et de participer à ces échanges. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie, Eric, et je vous souhaite un excellent rétablissement, un prompt rétablissement. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup pour votre éclairage. À bientôt. Au revoir.